Alors, on va revenir à des applications plutôt agricoles, hein. Donc, je vais appeler Sarah Jafour, qui est responsable de la chaire agrotique. Donc, tu vas en dire deux mots peut-être de la chaire pour présenter, voilà, et qui va nous parler d'une expérience qui a été mise en place justement dans le cadre d'un groupe de travail en association avec des entreprises, plusieurs entreprises de la chaire. Et tu vas nous parler de justement d'IA générative. Et là, on va revenir à des acteurs du monde agricole, en fait, hein. Voilà. Tout à fait. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc moi, je suis là pour vous présenter une mise en pratique autour de l'IA générative qu'on a menée avec la chaire agrotique. Donc d'abord, peut-être pour commencer, la chaire agrotique, c'est quoi? C'est un dispositif qui est intimement lié à la spécialisation agrotique et donc qui fait le lien entre entreprise, formation et recherche, et dans laquelle on échange, on réfléchit, on co-construit autour du numérique pour l'agriculture. Donc vous avez la chance aujourd'hui d'avoir les deux professeurs titulaires de cette fabuleuse chaire d'entreprise, et donc qui est coportée par l'Institut Agro Montpellier et Bordeaux Sciences Agro. Et donc la chaire agrotique, c'est qui? Aujourd'hui, c'est 28 entreprises donc dans du numérique pour l'agriculture, allant de la start-up au grand groupe, des partenaires techniques aussi. Et l'idée, c'est de représenter l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique pour l'agriculture. Voilà, et donc voilà les partenaires avec lesquels on travaille depuis 2 ans et jusqu'à l'année prochaine. Donc elle n'a pas encore 30 ans, mais on lui souhaite. Donc ce que je vous présente là, c'est un travail qu'on a porté au sein de la chaire cette année, qui a commencé avec, donc en fait en décembre 2023, on fait ce qu'on appelle des cafés de la chaire, qui est un rendez-vous qui se veut mensuel. On essaye de faire en sorte qu'il soit mensuel, mais bon. Donc un rendez-vous qui réunit les membres pour échanger autour de la vision d'un dirigeant ou d'un membre, pour partager une vision, échanger et potentiellement identifier des sujets d'intérêt. Et en fait, ce café de la chaire en décembre 2023, il n'a jamais réuni autant de monde. En fait, on n'avait jamais eu autant de monde connecté. On était une 50aine, il me semble, de mémoire. Et donc, on s'est dit, nous, notre rôle, c'est aussi de guetter les signaux faibles. Bon, là, ce n'était pas un signal faible, c'était clair. Il y avait du monde. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, en janvier-février qui ont suivi de cette année, on a sondé les membres par téléphone. Voilà, on s'est renseigné. On est allé voir un petit peu, est-ce qu'il y avait un intérêt à monter un groupe de travail là-dessus? Si oui, pourquoi faire? Comment le faire? Et donc, à l'issue de ces 2 mois de sondage auprès des membres, on s'est dit qu'on allait lancer un groupe projet. Et donc, c'est là qu'on a sollicité Christian pour faire une présentation sur mieux comprendre l'intelligence artificielle. Celle-ci, elle a duré 1 heure. Voilà, c'était la 2e de l'année. Donc voilà, on était ravis. C'était l'occasion aussi pour nous d'aller chercher les membres qu'on n'avait pas encore eu au téléphone, mais potentiellement pour les intéresser. Et donc en avril 2024, donc nous, pendant ce temps-là, on a construit la manière dont on imaginait ce groupe projet. Donc je n'étais pas seule à porter ce travail, on l'a fait conjointement avec Guillaume. Et donc je vais vous présenter comment ça s'est déroulé. Mais donc en avril 2024, on lançait ce qu'on appelle des groupes projets avec les membres intéressés. Et donc l'objectif de ce groupe projet, donc c'était à travers, et je suis contente parce que ça recoupe des interventions précédentes, hein, ce qui me... Voilà, ça me rassure. L'idée, c'était vraiment de mettre en œuvre des outils d'IA générative pour identifier les métiers, les usages qui pourraient potentiellement faire gagner en efficience et renforcer les compétences et aider à gagner en productivité, parce que c'est ça qui parlait aussi aux entreprises. Et donc, en sous-objectif, parce que nous, l'objectif principal, c'était la mise en pratique. Donc, vous vous en doutez bien, l'idée, c'était de rassembler des entreprises et que ces entreprises-là mettent en œuvre en interne un atelier de mise en œuvre, de prise en main de l'IA. Et donc, on a appelé ça un workshop. Donc, nous, au sein de la chaire, on a fait des ateliers et les entreprises, en interne, elles ont fait un workshop. Comme ça, vous l'avez pour la suite. Et donc, l'idée, c'était d'initier ou d'approfondir la prise en main de ces technologies, identifier les métiers et les usages associés, donc ça c'est dans le grand projet, et c'était aussi pour nous de recueillir formellement le ressenti des participants par rapport au workshop qu'ils avaient réalisé, et pour bien le vendre en interne, c'était aussi l'occasion d'avoir un moment de team building et de partager ça en commun. Et donc la manière dont ça s'est déroulé, donc les modalités du groupe projet, on a rassemblé 16 participants et représentant 13 entreprises et instituts techniques. Donc c'est pas mal, hein, c'est honorable, c'est la moitié des membres. Souvent on réunit moins que ça, mais selon les sujets en fait, parce que selon les sujets ça ne va pas forcément intéresser tout le monde ou le référent ne va pas forcément être disponible. Donc là on est content. Et les ateliers se sont passés en visio parce que les membres ils sont répartis sur toute la France. Donc on s'est réunis 3 fois
3 mois d'affilée. Donc voilà. Tout s'est passé en visio à chaque fois. Et donc, le 11 avril 2024, quand on lançait le groupe projet, c'était l'atelier 1. Et l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux initial de, quel est l'usage actuel des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc, partage d'expérience et échange autour des attentes de chacun. Qu'attendent les gens en participant à ce groupe projet? Et on a eu un partage de veille avec une présentation de Guillaume, un peu comme il vous l'a faite juste avant, mais à l'époque, ce n'était pas les mêmes outils, et puis c'était un peu plus long. Donc voilà, après ce premier atelier, Guillaume et moi, on a travaillé à créer une première version de ressources documentaires. L'idée, c'était vraiment d'avoir un support pour que la personne qui soit en entreprise puisse animer un atelier autour de la prise en main et la mise en œuvre de l'IA. Donc c'était avec 3 scénarios, un scénario génération d'images, un scénario génération de texte et un scénario analyse de données. L'idée, c'était de rester simple pour que ce soit accessible à vraiment tout le monde. On voulait ratisser large dans les entreprises, que la secrétaire, le contrôleur de gestion, que tout le monde soit intéressé. Donc l'idée, c'était d'avoir ce support pour pouvoir animer un atelier d'initiation vraiment. Et donc le 13 mai, on a donc co-construction. L'idée, c'était on présente ça aux personnes qui sont impliquées dans le groupe, parce que ces personnes-là en entreprise, c'est elles qui vont animer l'atelier en interne. Et on a amendé un petit peu les documents, on l'a adapté en fonction du temps qu'ils pensaient nécessaire, de la manière dont ils souhaitaient le faire. Donc suite à ça, on a mis à jour les livrables, et puis après, on les a disséminés dans la nature, et puis on leur a dit, allez-y, c'est à vous. Donc on se laisse 2-3 mois, c'était juin, juillet, août, on s'est dit voilà, c'est le bon moment pour organiser quelque chose en équipe, réunir un peu du monde, et pour réaliser les workshops dans les entreprises. Et nous, ça nous a aussi laissé un peu de temps pour faire une première analyse des retours formalisés des participants. Et donc fin août, ce n'était pas la meilleure date pour rassembler, mais on s'était dit qu'il fallait mieux anticiper avant la rentrée et le flow continu pour tout le monde de faire ce premier débrief. Et donc, ça a été l'occasion de faire un petit tour de table. On était une dizaine et il y a eu un tour de table et les gens racontaient comment ça s'était passé. Ils ont aussi présenté qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour ceux qui ne l'avaient pas encore Sarah, réalisé. quand tu dis une dizaine, c'est une dizaine d'entreprises, hein? Une dizaine d'entreprises, ouais. Oui, une dizaine d'entreprises représentées, donc avec des retours et un partage pour ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé. Donc voilà, c'était super et nous, ça a été aussi l'occasion de présenter les premiers résultats. Et donc là, après cette date-là, donc fin août, il y a encore des workshops qui se sont réalisés. Le dernier, c'était la semaine dernière, donc je suis désolée, les résultats ne sont pas intégrés dans la présentation. Mais voilà, je vais vous présenter en gros l'idée, un retour global des retours des participants. Et donc là, on est aujourd'hui aux 30 ans. L'objectif pour nous, c'est de produire un livrable qui partage un petit peu cette démarche et les résultats. Les résultats. Donc le workshop au sein des entreprises, donc là nous on a eu 52 retours, donc c'est quand même pas mal. Il y a eu 7 workshops qui ont été réalisés, donc 52 participants au total, un large panel de métiers représentés, vraiment, comme je disais, du contrôleur de gestion au chargé de com, l'agronome évidemment, le data scientist, le développeur. Enfin voilà, on a vraiment tous les profils, beaucoup de métiers différents au sein de chaque structure. Et ce qui était intéressant, donc là, je vais vous présenter quelques retours du sondage très rapides, sans forcément les interpréter, mais ça va faire écho à des choses qu'on a dit jusqu'à maintenant. La première question, c'était est-ce que vous êtes à l'aise avec les outils d'IA générative avant l'atelier et après l'atelier? Et donc, c'est assez intéressant de voir que la mise en pratique et la mise en œuvre, vraiment, ça aide. Alors, peut-être pas, ça aura peut-être pas d'utilité par la suite, mais en tout cas, les gens se sentent plus à l'aise face à ces outils. Et on le voit, on est passé d'une majorité de pas très à l'aise ou pas vraiment d'avis à vraiment plutôt à l'aise. Donc c'était une réussite en ce sens pour nous. Et la deuxième question, c'était comptez-vous vous en resservir à l'avenir? Et la grande majorité, c'est oui. Alors on a une personne qui a dit je sais pas et une personne qui a dit non. La personne qui a dit non, c'était clairement pour des contraintes de sécurité. En fait, c'est pas adapté à l'entreprise. On est un grand groupe, on a des données très confidentielles. J'ai pas du tout confiance. Donc c'était ce positionnement-là et qui s'entend parfaitement. Mais la plupart des autres voyaient un intérêt pour certaines de leurs tâches. Autre chose qui était intéressante à partager aussi, c'est on leur avait demandé de se positionner sur quel est l'apport principal des technologies d'IA générative. Est-ce que c'est un gain de temps, donc faire plus ou faire plus rapidement, ou est-ce que c'est un gain de qualité, faire mieux? Et donc la personne qui a répondu autre, c'était faire différemment. Voilà, pourquoi pas, je trouvais ça intéressant. Et sinon, la grande majorité, c'était vraiment faire plus.
et pas faire mieux. Donc on considère que voilà, on a quand même une expertise qui fait que nous, on fera toujours mieux, j'ai l'impression. Et donc les gens, c'était vraiment faire plus rapidement, même si je pense que les deux sont intimement liés. Hein. Parce que, par exemple, quand on va corriger plus rapidement des fautes d'orthographe, oui, on va le faire plus rapidement, mais la qualité du document final, elle va en être améliorée aussi. Donc voilà, l'idée c'était, je vous ai mis par la suite dans la présentation beaucoup de verbatim, tout ce qui est dans des petites bulles moches, comme l'a fait remarquer Bruno, c'est des verbatim, c'est des citations parce que je voulais pas déformer les propos. Voilà, donc c'était gain de productivité sous réserve de dompter la bête parce que voilà, il y a une certaine maîtrise qui est nécessaire quand même. Donc pour les principaux usages identifiés, donc principalement autour de la génération de texte et du rôle d'assistant, c'est la tarte à la crème. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même ce qui revient souvent, ce qu'on a déjà dit et ce qu'on dira peut-être après. Donc il y a l'aide à la réflexion, à la création. C'est éviter la page blanche, comme Guillaume le disait tout à l'heure. C'est très efficace pour avoir des nouvelles idées, pour brainstormer quand on est tout seul, pour échanger. C'est l'aide à la rédaction aussi. Donc ça, pareil, on en a beaucoup parlé sur les mails, synthétiser des documents, reformuler. Et voilà, ce que j'aimais bien, c'était j'ai juste à vérifier derrière et non pas à le faire. Quoi. C'était vraiment, voilà, j'avance plus vite. Il y a aussi, donc ça c'était un petit peu moins présent, mais quand même relativement, enfin c'est revenu assez souvent parce qu'on avait quelques développeurs, c'était l'aide au codage avec, voilà, pareil, un gain de temps en fait, trouver des scripts très rapidement et avoir des réponses, voilà, mais comme disait Guillaume, vu le nombre, le pourcentage de développeurs qui utilisent ces technos-là aujourd'hui, c'est pas étonnant. Et on a eu très très peu de retours finalement sur la génération d'images ou le traitement de données. Alors il y a eu l'effet waouh, parce que ceux qui le prenaient en main pour la première fois, l'effet waouh sur la génération d'images, mais en fait on se rend compte que très très vite, comme disait Guillaume, en fait on n'a pas exactement ce qu'on veut, on peut difficilement modifier si on n'est pas expert. Donc après c'était peut-être pas très approfondi dans le workshop réalisé, on n'allait pas hyper loin. Donc je vous l'ai pas dit, mais le workshop c'était 3 heures. Enfin ça dépend, les entreprises l'ont adapté, mais il y en a c'était 2 heures, il y en a c'était 3 heures. Donc on aura un retour, une illustration juste après, mais voilà, ça donne pas le temps d'aller en profondeur. Je vais aller assez vite sur du coup les usages et les limites identifiées, ce qui me semblait intéressant à partager. Donc l'idée c'était, j'ai trouvé ça intéressant, c'était quelqu'un qui disait que ça permettait, le fait d'utiliser ChatGPT, ça permettait de focaliser son attention sur la chose qu'elle était en train de traiter et que du coup ça lui évitait d'aller surfer partout et de se faire happer par une autre actualité. C'était vraiment, voilà, je suis dans le sujet. J'ai trouvé ça assez étonnant et en même temps, pourquoi pas. Voilà, donc se mettre plus facilement sur certaines tâches. Néanmoins, voilà, sur des métiers juridiques notamment, il y avait le fait qu'un regard critique et une vérification s'imposent en fait. Si on ne maîtrise pas le sujet, ça reste quand même très, et on le verra dans les craintes exprimées plus tard, mais voilà, ça reste assez sensible. Je vous laisse lire les bulles moches tout seul. et globalement, la qualité, ce qui revenait très souvent, c'est que la qualité, ça reste un problème. Et voilà, donc cette maîtrise du sujet, elle est clé pour l'instant. Les craintes qui sont revenues, ça pareil, c'est à nouveau la tarte à la crème, c'est le manque de fiabilité, c'est la peur d'obtenir des données erronées, des fausses informations. Et j'ai trouvé ça drôle, il y a quelqu'un qui a mis alors que l'IA est sûre d'elle. Donc en fait, comme si c'était, voilà, elle a vraiment l'impression qu'elle a raison. Et donc on personnifie un petit peu ces outils-là, mais au final, on l'a vu, je pense qu'il y a un enjeu à démystifier tout ça et à comprendre ce qu'il y a derrière. Le manque de sécurité. La fuite de données, où est-ce qu'elles vont aller mes données, qui va pouvoir y avoir accès, enfin voilà, on est encore un petit peu l'opacité qu'évoquait Moustapha juste avant, voilà, le manque de clarté sur des fois comment et où vont les données. Et la perte de savoir-faire, donc c'est devenir dépendant, plus du tout être créatif, on n'aura plus d'expertise, voilà, c'est les 3 craintes qui sont remontées principalement. De manière beaucoup plus anecdotique, et je voulais le faire remonter parce que c'est quand même, je pense que ça va faire partie des prochains sujets clés. On aurait pu faire un séminaire entier là-dessus, sur l'impact environnemental de ces technologies-là. Hein. Donc il y a 2 personnes sur les 52 qui l'ont cité. Donc voilà, je trouvais ça intéressant à relever et je pense vraiment qu'il y a des gros sujets, hein, parce qu'on trouve des solutions, mais après, quid de comment ça va évoluer et quelles conséquences ça peut avoir. Et il y a quand même des personnes qui n'ont pas vraiment de crainte et qui disent faut s'adapter, en fait, ça fait partie de notre portefeuille maintenant d'outils, allons-y. Et je pense que ça va grandir petit à petit, mais tant qu'on n'a pas pris en main, qu'on n'a pas démystifié, qu'on n'a pas mis en œuvre ces technos, ça peut parfois être difficile. Et donc, je finis là-dessus pour la première partie. Donc, un retour sur le workshop, finalement.
ce que je trouvais intéressant de partager, c'était ça a permis à des gens qui n'auraient pas exploré par eux-mêmes de le faire, donc c'était un des objectifs aussi, de comprendre les usages et les avantages et les limites de ces technos-là, donc on est dans la démystification, de trouver la place, en tout cas de questionner la place de ces outils dans les entreprises, parce qu'il y en a plein qui, en dehors de juste la réalisation du workshop, ont échangé avec le manager, le directeur, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met en place. Et globalement, c'était quand même la conclusion que c'est pas clair sur comment l'utiliser par la suite pour beaucoup de monde. 5 minutes. Et donc la première partie est finie. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler Jean-Eudes Holbeck de Terrinovia, qui fait partie, donc qui représente Terrinovia, qui est un institut technique partenaire de la chaire, qui a réalisé le workshop en interne et qui va nous partager son retour d'expérience. Oui, merci. Alors oui, Jean-Eudes Holbeck, je ne suis pas étudiant d'agro, Supagro, mais j'ai quand même passé 3 ans ici. Donc Terrinovia, c'est un institut technique sur les huiles et protéines végétales. Donc on est dans l'agriculture, plutôt recherche, le maillon entre recherche et puis développement. Nous, cet atelier, on l'a réalisé en 2 fois parce qu'en fait, il y avait tellement de candidats que je ne pouvais pas encadrer tout le monde d'un coup. Donc on a plus de 20 participants, ce qui est quasiment la moitié des effectifs du site où on était. Donc, ce qui montre que c'était un thème qui était quand même très très demandé. Enfin, il y a de la curiosité chez tout le monde, mais aussi peu de gens se sentaient suffisamment curieux pour tester eux-mêmes. Il n'y en avait que quelques-uns qui avaient vraiment testé avant, et donc c'était l'occasion d'embarquer les moins confiants, on va dire, et de tester ça de manière collective. Surtout que la période d'été, c'est pratique pour trouver 3 heures pour faire ça de manière tous ensemble. Donc je vous ai remis le graphique, comptez-vous en resservir. Le je sais pas, il venait de chez nous. J'ai sondé un petit peu, en fait, si, elle s'en est resservie. Mais donc, voilà, très clairement, les gens ont bien apprécié ça, ils vont continuer à l'utiliser. Donc, parmi les attendus qu'il y avait, ça c'était donc au tout début, qu'est-ce qui vous permet, enfin, quelles tâches pourraient être réalisées? C'était beaucoup d'aide à la rédaction. Donc, voilà, un peu un assistant. D'habitude, quand vous ne savez pas un truc, vous allez taper sur Internet, sur les moteurs de recherche. Là, ça devient un petit peu le substitut d'un moteur de recherche. Il va vous lui demander de l'aide pour tout un tas de choses. Mais il y a des nouvelles fonctionnalités comme la rédaction, les résumés, les illustrations qui apparaissent. Dans toutes ces tâches-là, on reconnaît quand même c'est beaucoup de la génération de texte, quasiment pas d'images. Il y a 1 ou 2 que c'est l'illustration, mais c'est tout. Et donc, on a eu plus de mal à trouver quelles étaient les nouvelles actions de ce côté-là. Et pareil pour l'analyse de données, c'est beaucoup de gens qui sont déjà très très compétents en analyse de données, donc là il n'y a pas besoin, c'est je sais faire, je n'ai pas besoin de ces outils. Et du côté des craintes qui étaient arrivées à la fin, donc là nous on a fait, comme il y avait beaucoup de monde, il y avait aussi beaucoup de métiers différents, et donc là notamment j'ai trouvé intéressant de montrer le retour de la personne qui était graphiste chez nous, donc on peut mettre dans les métiers plutôt créatifs, quoi. Donc qui mettait comme crainte la disparition de certains métiers et la baisse de qualité des contenus. Donc on voit que c'est de son point de vue, c'était on va me piquer mon métier, on va faire de l'illustration à la va-vite n'importe comment, alors que c'est pas ça que devrait être l'illustration. Et notamment, je lui ai posé la question de est-ce que ça te permettrait d'interagir avec les gens qui ont besoin de faire des illustrations, mais c'est toujours difficile à décrire une image qu'on a en tête. Il dit oula, non, surtout pas. Parce que en fait, ça va vous forger une première idée, et des fois, c'est difficile de s'en extraire. C'est l'inverse de la page blanche. Vous avez un truc en tête, vous ne pouvez plus vous l'enlever, quoi. Et de l'autre côté, le retour plutôt de la DRH, c'est une crainte sur la mauvaise utilisation de ces outils, parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas forcément de grandes contraintes. Les gens utilisent ça un peu en douce, en fait, sans trop demander de l'autorisation à quiconque. Et malheureusement, ça demande des formations adéquates, hein. Ne serait-ce que pour la sécurité des données, bien entendu, il est important, mais aussi sur la qualité de la production. C'est assez facile de se faire berner par ces outils-là. On a vu, ils ont l'air sûrs d'eux. Donc avoir une formation adéquate est très très importante. Et ça demande du temps. Enfin, un des gros intérêts de l'atelier, c'est comme ça durait 3 heures, on avait le temps de tester suffisamment longtemps pour voir quelle était la difficulté à interagir avec, à quel moment on ne savait pas poser la question, ou on était obligé de reformuler 5, 6 ou plus pour obtenir quelque chose qui nous ressemblait. Et on voyait très vite aussi qu'il répondait n'importe quoi, quand on lui posait des questions trop spécifiques. Donc c'est une formation qui demande un petit peu de temps quand même, et surtout par l'expérience en fait.
Donc suite à ça, nous, on a intégré donc, ces remontées pour former nos collaborateurs. Donc on avait déjà, avant même cet atelier, creusé la question avec des licences de l'IA copilote, mais cette fois-ci en version payante, pour avoir aussi l'intégration avec les autres outils Office. Il y a Microsoft, il y a PowerPoint, il y a Outlook, il y a toutes ces choses-là. Donc là, si vous lui posez la question qu'est-ce que j'ai à faire pour la semaine, telle personne vous a mentionné dans tel document qu'il y a tel endroit, un endroit où vous n'y aurez pas été. Est-ce que tu peux faire ça pour la semaine prochaine? Il peut vous rappeler ce genre de choses. Donc il y avait un groupe de 10 personnes là-dessus qui avait comme objectif de tester ça sur la durée, donc 5, 6, 8 mois. Donc c'est ces groupes-là avec la chaire agrotique, et on va aussi transformer ça en formation interne qu'on va proposer aux différents membres de l'entreprise pour s'acculturer à ces technos. Et ça, c'est très clairement, à l'issue de cet atelier, les autres ont entendu parler, ont dit moi aussi j'aimerais bien en fait en apprendre plus à ce sujet. Et la grosse question qui nous pend au nez, c'est est-ce qu'on distribue ça à tout le monde? Donc combien de licences on prend? À qui les fournir? Quel métier prioriser? Et est-ce qu'on est vraiment couvert sur faire le choix du bon outil? Est-ce que les questions de sécurité, de confidentialité, de pertinence, c'est très 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 difficile. Ils en sortent toutes les semaines de ces outils-là. Donc c'est difficile de s'arrêter. Et c'est bon, je crois. Merci beaucoup. Merci. Et là, je termine très, très, très rapidement avec le témoignage de Christophe Penquin, qui travaille pour le groupe Perret chez Racine, qui ne peut pas être avec nous, qui est peut-être en streaming quelque part. Et j'espère, Christophe, ne pas trahir tes propos. Donc, très rapidement, Racine, qui fait partie du groupe AgroSud. Je vois Yann là-bas. Donc, du coup, l'idée, c'était... ils voulaient s'impliquer, Christophe, dans le groupe projet, mais ils avaient déjà mené... Ils sont allés hyper vite en fait sur le sujet, et je trouvais intéressant de partager son retour d'expérience parce que eux, suite à une présentation de l'IA lors d'un événement en Provence, il s'est dit c'est génial, il faut absolument que je fasse intervenir cette personne, cet intervenant chez nous. Donc il a organisé ça très très peu de temps après. Il a organisé une présentation d'un intervenant sur un consultant sur l'exploration détaillée des multiples facettes de l'IA générative dans le monde professionnel, qui a réuni pas mal de personnes chez lui. Et donc à l'issue de cette présentation, ils ont fait un débrief avec l'intervenant pour élaborer un plan d'action en se disant il y a vraiment quelque chose à faire. Et début mars, ils faisaient déjà une cartographie des process en interne qui pourraient être concernés par qui pourraient être améliorés par l'utilisation de ces technos-là. Et donc, ils ont identifié 2 cibles prioritaires, donc Claire et Carole, du service technique et formation. Je ne vais pas vous parler du côté formation, ce serait trop long, mais ce que je trouvais intéressant de vous faire remonter, c'est que donc, début avril, ils ont coaché, donc ils ont embauché ce consultant extérieur pour coacher vraiment les personnes en interne et les accompagner sur... donc le cas d'étude, c'était Claire du service technique qui utilisait la version payante de ChatGPT pour être un assistant à la rédaction de bulletins techniques. Donc les bulletins techniques, c'est quelque chose en saison. Toutes les semaines, elle publie un bulletin technique avec les conditions climatiques, les stades phéno, la conduite du vignoble. Et en fait, Claire, en étant formée, a estimé que... donc elle l'utilisait vraiment comme assistant. Elle l'a briefé elle lui a donné à manger toutes les précédentes bulletins techniques pour qu'il adopte son ton de voix, pour que vraiment ce soit comme si c'était elle qui l'avait écrit. Et apparemment, c'était assez bluffant. Et ce qu'elle a estimé, c'était un gain de temps d'au moins 1h30 par bulletin, donc un bulletin par semaine. Sur la saison, ça faisait environ une semaine de gagner pour Claire, qu'elle pouvait consacrer à autre chose. Et l'autre rôle d'assistant, c'était à l'interprétation des analyses de sol. Voilà, donc c'était, il y a des résultats techniques, c'est des chiffres, c'est une prise de sang, c'est des bilans sanguins, et c'est comment on décrit et qu'est-ce qu'on donne comme conseil sur les résultats de cette analyse de sol. Et donc c'était un gain de temps d'environ 15 minutes par analyse, avec, ils font environ 400 analyses de sol chaque année. Christophe n'est pas allé jusqu'à dire ça fait tant de semaines de gagner, parce que je ne sais pas si c'est vrai tout le temps, et puis je sais pas si... Mais voilà, globalement, c'est quand même un gain de temps considérable. Et donc, ce que je voulais vous partager, c'est le retour de Christophe. C'est pour lui, il considère que le retour sur investissement de ces licences payantes de ChatGPT et de la prestation du consultant externe, c'est un retour sur investissement immédiat, il n'y a pas photo. Sachant que la philosophie de l'entreprise, c'est pas de remplacer ces gens-là, c'est pas des demi-ETP de gagner. L'idée, c'était pour eux d'améliorer les conditions de travail de leurs salariés et vraiment pouvoir leur donner du temps à dédier sur d'autres tâches, peut-être à plus haute valeur ajoutée.
Et ce qui fait que ça a marché pour lui, c'est le côté démystification de l'IA générative, vraiment cette présentation introductive et présentation à ses équipes. C'est le ciblage précis de ce qui était faisable et ce qui pouvait faire gagner du temps. Voilà, identifier les process éligibles et du coup en sélectionner que certains, et certainement qu'il y en aura d'autres dans un futur proche. C'est aussi des gens qui avaient envie, donc à qui on a posé la question, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre métier, quelles sont les tâches sur lesquelles ça peut vous aider, et qui ont vu ce qu'ils pouvaient y gagner. Et c'est aussi l'accompagnement par quelqu'un d'externe à l'entreprise, parce que lui, il jugeait que d'avoir ce regard neuf et puis quelqu'un qui est spécialisé vraiment sur le sujet, travailler avec les meilleurs, ça fait beaucoup dans la mise en œuvre de ces technos. Et voilà, je trouvais que c'était un bel exemple à partager en tout cas, et je pense que ça va continuer pour Racine et peut-être pour d'autres négoces du réseau AgroSud. Et voilà, merci. Merci Sarah, c'était très belle tes diapos. Donc on ne va pas avoir le temps pour de questions, je suis désolé. Par contre, c'était intéressant, elle a battu un record quand même, parce qu'elle a fait 3 présentations en une, avec 3 témoignages, je trouve, avec une dynamique assez intéressante, collective en fait, puisque c'est autour de la chaire.